Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, cette conférence d'Abuja est votre dernier sommet ordinaire avant le 40e anniversaire de la CEDEAO qui aura lieu le 28 mai 2015. Elle m'offre donc l'occasion de vous rendre compte que les préparatifs de la célébration ont déjà débuté. Je puis vous assurer que tout sera mis en œuvre pour que la qualité des différentes manifestations soit à la mesure de l'importance de l'événement. Mieux encore, nous aurons également à cœur, tout au long de l'année qui vient, d'amplifier et de rendre irréversibles les progrès déjà accomplis par la communauté et de poser des jalons encore plus importants vers la réalisation de nos chantiers prioritaires. En un mot, nous nous emploierons clairement à montrer que le passage de la CEDEAO à la CEDEAO des peuples n'est ni une simple proclamation, ni un vœu pieux. Montrer la solidarité des Nations Unies avec les personnes affectées par le virus Ebola et se rendre compte de la situation par lui-même, deux raisons invoquées par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en amorce de son voyage en Afrique de l'Ouest. Le secrétaire général des Nations Unies est attendu jeudi pour une visite en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au Ghana. Des centaines de personnels sanitaires ont été déployés mercredi autour de Freetown, la capitale de la Sierra Leone, pays qui compte le plus de victimes. Le premier forum international sur la paix et la sécurité s'est achevé ce mardi à Dakar. Pendant 2 jours, près de 350 participants ont débattu des solutions à apporter aux crises que traverse le continent. Pour les participants, la mutualisation des moyens et un dialogue inclusif sont indispensables pour faire face aux groupes armés. À cela s'ajoute la promotion de la démocratie. Reportage d'El Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Les chefs d'État du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali et du Tchad ont clôturé ce mardi le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Cette première édition s'est penchée sur les nouvelles menaces dans un paysage sécuritaire bousculé par les conflits armés, le crime organisé, le terrorisme, la piraterie et les fléaux de santé publique. Pour Macky Sall, chef de l'État du Sénégal, le moment est venu de redéfinir la stratégie de maintien de la paix pour faire face aux groupes armés. Nous devons changer les règles d'engagement de nos forces. Elles sont harcelées à Kidal par des poses de mines au quotidien. Nous devons nous donner les moyens non seulement de défendre nos forces, mais de riposter chaque fois que c'est nécessaire. Et aucun moyen ne doit être de trop pour que les forces, les casques bleus des Nations Unies soient sur le terrain pour combattre et non pour une quelconque interposition. Face à la montée d'une nouvelle génération de terroristes plus jeunes et plus connectés au monde globalisé, tels que Boko Haram et AQMI, le Forum de Dakar préconise une coalition des États. Les États africains doivent compter sur leurs propres forces en se dotant des outils de défense et de sécurité à même de faire face à toutes les menaces. De même, nous estimons qu'il faut encourager le dialogue intercommunautaire et interreligieux. Les chefs d'État africains s'unissent pour faire face aux défis sécuritaires du continent. Mais au-delà du continent africain, c'est le monde entier qui est menacé par la poussée de l'extrémisme religieux qui, selon le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, trouve sa source au sud libyen. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème du sud libyen, il n'y aura pas la paix dans nos régions. Cet arsenal fabuleux qui est là, qui s'enrichit chaque jour, on le sait, qui est devenu un marché fabuleux d'armes à destination de nos pays. La prévention des conflits constitue également une stratégie à mettre en œuvre. Il s'agit d'un important sujet selon l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Il appelle les leaders africains à prendre les devants en mettant en place un système d'alerte et d'anticipation. La prévention passe également, selon lui, par la mise en place effective de la force africaine en attente. Avec l'accalmie politique que traverse l'Égypte, plusieurs lieux culturels rouvrent leurs portes. C'était par exemple le cas du musée d'Alexandrie en octobre 2014. Et c'est récemment la célèbre galerie du pharaon Toutankhamon dont l'accès a été permis au public. Une rénovation qui suscite un intérêt international, comme nous le montre ce sujet de Sally Ghanem. Le gouvernement égyptien a réouvert les portes de 4 salles rénovées de la galerie Toutankhamon au public ce lundi 15 décembre. Cette restauration fait partie des efforts de la rénovation de l'ensemble du musée qui abrite le pharaon âgé de 19 ans.
La rénovation se fera en 2 temps. La première partie consistera à effectuer des travaux de restauration architecturale en employant et en formant du personnel local qui sera composé d'étudiants universitaires et du personnel du musée. La deuxième partie du projet aura pour objectif de rendre le musée écologique. Le musée a fait face à des obstacles. Quand le budget mis en place pour sa création à l'époque, il a été confronté à des objections et l'approbation de son budget a été reportée une première fois et une deuxième fois. Alors, Khedivi Abbas Elmi a demandé au cabinet de comparaître et a obtenu 250 000 livres égyptiennes pour créer ce musée. Il a placé la première pierre en avril 1895 et il a assisté à son ouverture en novembre 1902. Des diplomates étrangers et des journalistes étaient également présents lors de l'ouverture des 4 salles rénovées du musée. De plus, une partie de cet ambitieux projet sera financée par des donateurs internationaux, dont l'Union européenne, qui a annoncé son soutien pour cette restauration. Pour rester avec le thème de Toutankhamon, permettez-moi de vous annoncer aujourd'hui que l'Union européenne participera l'année prochaine à la restauration de l'aile est de la galerie Toutankhamon, ici au musée des Antiquités, avec une contribution de 92 500 € et de travailler avec Mounir Nemanatala et son équipe d'experts. Nous sommes très impatients de contribuer à la restauration et à la renaissance de ce musée. L'objectif de ces travaux lancés en 2013 et de redonner au bâtiment du musée son aspect originel. Le gouvernement égyptien souhaite terminer cette rénovation d'ici 2016 avec les salles nord et est de la galerie Toutankhamon entièrement restaurées. L'Égypte ancienne, un sujet qui passionne notre invité. Nous recevons sur ce plateau Thierry Mouélé II, écrivain et enseignant. Il publie son dernier livre, La porte secrète du pharaon, un roman aux influences historiques mais aussi très ancré dans l'actualité. Monsieur Thierry Mouélé II, bonjour. Bonjour. Alors l'Égypte, c'est un thème qui est omniprésent dans vos romans. Ça l'était déjà pour le livre précédent. Pourquoi est-ce que finalement vous partez toujours de ce point de départ-là ? Il faut constater que l'histoire de l'Afrique est linéaire. L'histoire de l'Afrique, lorsqu'on s'attaque au thème historique de l'Afrique, il faut partir, n'est-ce pas, au plus loin pour qu'on ne soit pas prisonnier, n'est-ce pas, de l'instant présent. Et l'instant présent nous oblige à ne pas prendre du recul pour choisir, n'est-ce pas, des sujets, mais également des options de développement qui permettent à l'Afrique de s'en sortir. Lorsque je pars en Égypte ancienne, c'est pour aller chercher, n'est-ce pas, le substrat culturel qui permet aux Africains de savoir que d'Asmara à Lagos et puis du Cap au Caire, on est un et uni et depuis les Antiquités. Donc c'est ce qui permettra à l'Afrique, dans son projet de développement, de s'en sortir. Parce que on a remarqué quand même que, n'est-ce pas, l'idéologie politique jusqu'à présent n'a pas marché. L'idéologie économique est en train de prendre, n'est-ce pas, son envol avec des multiples banques qu'on voit aujourd'hui, qui sont des banques panafricaines. Mais ces projets-là ne sont pas réellement portés par un substrat culturel commun. Justement, ce substrat culturel commun, vous semblez dire qu'il faut un socle culturel pour toute l'Afrique. Mais est-ce que c'est possible qu'on voit les disparités qu'il y a par pays, par région ? Est-ce que c'est possible d'avoir un socle culturel unique ? C'est possible si on essaie, n'est-ce pas, de mettre dans le placard, n'est-ce pas, les frontières héritées de la colonisation. Parce que tout ce que l'Afrique a comme problème aujourd'hui, c'est d'abord les limites que les Africains se posent eux-mêmes en imaginant qu'ils ne peuvent pas, parce que je m'appelle Mouélé, je viens du Cameroun, un tel s'appelle Ouedraogo, il vient du Burkina. Du coup, il y a des barrières psychologiques qu'on se met immédiatement, alors qu'en fait, en réalité, le colon n'est plus là. Ça suppose que si nous éloignons, n'est-ce pas, les barrières psychologiques, mais également physiques, héritées de la colonisation, on peut retrouver les mêmes schèmes culturels partout. Moi qui voyage beaucoup en Afrique, je me suis rendu compte que j'arrive au Bénin, je me retrouve en tant que ressortissant camerounais très intégré au Bénin. Pourquoi ? Parce que c'est la même culture. Mais comme on dit béninois, on a l'impression, ce n'est qu'un exemple, on a l'impression que je suis un étranger alors que je suis chez moi. Donc, alors, vous semblez dire aussi que la diaspora a un rôle particulier à jouer dans la C'est pour cela que, n'est-ce pas, dans ce roman, les principaux héros sont de la diaspora. Parce que la diaspora a la chance, n'est-ce pas, de se frotter aux intelligences du monde. Et en se frottant aux intelligences du monde, où ils ne sont pas, les membres de la diaspora, les derniers, c'est des leaders. Donc, ils peuvent apporter, n'est-ce pas, l'expérience qu'ils ont acquise à travers le monde au service, n'est-ce pas, du développement africain. C'est pour ça que les personnages, les héros de ce roman, c'est quand même l'élite
n'est-ce pas, de la diaspora, qui portent les projets, qui vont chercher le pharaon, justement, qui le font venir parce que c'est un pharaon réincarné, celui qu'on a appelé Ramsès II, mais dont le véritable nom est Ra-Mes-Sassou. Vous voyez que si on coupe le mot Ra-Mes-Sassou, on peut retrouver même le nom d'un chef d'État africain en exercice au Congo. Merci, monsieur Mwelde. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, La porte secrète du pharaon, qui vient de sortir en début de mois. Merci d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie, madame. Notre invitation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.